La légende les situe tous, à un moment ou à un autre, Adam et Ève, Sinbad le marin, Marco Polo, Bouddha et les Grecs de l'Antiquité ont accosté sur ces rivages. Sri Lanka, une grande île au contour massif située au centre de l'océan Indien. Sri Lanka, un paradis retrouvé, une île enchanteresse. Ici, les clichés s'accumulent depuis quelques 20 siècles que navigateurs, marchands, colonisateurs, missionnaires, pèlerins et autres voyageurs fréquentent ces rivages. Malgré les inévitables fusions entre les divers groupes ethniques, linguistiques et religieux qui ne manquèrent pas de se produire au cours des 2 millénaires d'histoire, Sri Lanka demeure une société pluraliste, une véritable mosaïque culturelle où chaque communauté revendique sa différence. La population s'accroît de nos jours dans des proportions dramatiques. C'est le drame de Sri Lanka. Actuellement, cette île de 17 millions d'habitants atteint l'une des densités les plus fortes de l'Asie et compte 250 habitants au kilomètre carré. Les Sri Lankais représentent environ plus de 70% de la population, le reste étant de compositions diverses, tamoul, Maure, Burgher, Veda. Si, dans les années 1920, la moyenne de vie ne dépassait pas 30 ans, aujourd'hui, elle atteint 68 ans pour les hommes et 72 ans pour les femmes. Les enfants représentent à eux seuls près de la moitié de la population et 84% suivent une scolarité régulière, ce qui fait de ce pays l'un des plus alphabétisés d'Asie. Néanmoins, il ne faut surtout pas oublier qu'une grande partie des enfants provenant de familles pauvres entrent très tôt dans la vie active. Remontons aux sources de cette civilisation vieille de plus de 2 millénaires, aux riches traditions historiques, souvent déformées par des légendes tenaces, liées aux mythes qui enveloppent le passé de ces lands. Englouti durant plusieurs siècles par la jungle, le site d'Anuradhapura, première capitale de Ceylan, nous offre un étrange spectacle. Ces ruines, remises à jour par l'archéologue anglais Bell en 1912, émergent au milieu d'une nature luxuriante. Lieu fascinant et prenant qui, durant près de 14 siècles, connut une période artistique glorieuse et fut le berceau du bouddhisme. Il est difficile d'imaginer ce que pouvait être cette cité. Ici, tout est géant, comme les Kotampokuna, bassins jumeaux destinés autrefois aux ablutions des moines. Cité sanctuaire,
au lieu du bouddhisme avec la présence de l'arbre de la Bodhi, le patriarche de la jungle, vieux de 2200 ans. Champs de ruines arrachés à la jungle, voici Polonnaruwa, seconde grande capitale, résidence de prédilection des rois de Ceylan. Ici se succèdent, dans ce vaste périmètre, de splendides monuments aux nombreuses colonnes carrées parfaitement alignées qui, aujourd'hui, ne supportent plus rien, et aux structures extrêmement massives décorées abondamment. Ruines parfaitement conservées, éparpillées dans un paysage inoubliable, Polonnaruwa, le plus beau site et le plus émouvant de l'île. 12 rois y ont régné. 2 l'ont faite. Parakrama Bahu Ier et Nisamka Malla forgèrent, à force de détermination et d'ambition, le visage de cette nouvelle capitale. Ceylan parvint alors à l'apogée de sa puissance, et sa civilisation alors rayonne et s'étend au-delà de ses frontières. Empreinte stylistique variable selon l'époque, se caractérisant ici par une austérité classique ou une luxuriance baroque. Ce lieu symbolise le talent et le génie des artistes. Tout déroute dans ces édifices. L'extravagance successive de l'ensemble de ces monuments et statues qui ont poussé sous les ciseaux des sculpteurs et ont gardé une fraîcheur unique. Comme par exemple ce Bouddha en méditation, faisant partie du fabuleux ensemble du Gal Vihana, site le plus prenant de l'île, avec son Bouddha couché sur le flanc, veillé par une autre statue taillée dans le granit et long de plus de 14 mètres. Barrant l'horizon, l'extraordinaire rocher de Sigiriya se détache de la forêt peuplée de singes. Citadelle imprenable et unique dans son genre, édifiée par un roi parricide pour se protéger d'un frère qu'il n'avait pas réussi à tuer. Surplombant un panorama de verdure grandiose, une succession d'escaliers et de passerelles métalliques conduit aux célèbres fresques des Demoiselles, seul témoignage de l'art pictural cingalais médiéval, à l'alternance de tons ocre et brun-rouge rehaussés de vert. Créatures célestes, toujours aussi séduisantes malgré leurs 1500 ans. L'ascension du rocher commence entre les pattes du lion, une série impressionnante de marches conduite à son sommet qui culmine à 370 mètres. En dépit de la fatigue de l'escalade, d'en haut, la vue est remarquable. Cette citadelle de prouesse et de folie force encore de nos jours l'admiration. Et l'altitude souligne aussi l'énormité des ruines de la grande époque. Face à l'océan, quelques canons, jadis protecteurs de la ville,
témoignent du pauvre passé de cette capitale. Colombo, à vrai dire, n'a pas d'histoire. Durant leur colonisation, ce sont les Anglais, après les Portugais et les Hollandais, qui ont laissé les plus belles empreintes architecturales sur la ville. Cependant, l'attrait de Colombo réside surtout dans l'abondance de ses temples et édifices religieux. Malgré leur allure le plus souvent classique, ils ne sont pas trop représentatifs du grand art bouddhiste. Poumon de la capitale, voici le marché du quartier indigène. Ici, l'activité bat son plein du matin au soir, véritable féerie journalière. Ici, tous les produits de première nécessité de l'île s'accumulent. Animation fébrile, rue gorgée de monde. Sur le marché, le déballage est ahurissant. Et, comme une récolte d'un immense verger, toutes les catégories de fruits, légumes, épices, etc. s'amoncellent. Depuis le début des temps, l'homme s'est naturellement tourné vers la mer pour la pêche. À la vue de ces images, elle n'a pas trop évolué. Pêche artisanale, pour ne pas dire primitive, le plus souvent. Notamment avec les légendaires et très curieux pêcheurs sur échasse de Weligama. Les régates modernes ont pour ancêtre ces bateaux étroits à balancier, creusés dans le bois, avec ou sans voile, qui ne s'éloignent du rivage que de quelques milles. La plage, c'est d'abord l'endroit où l'on répare les filets, où l'on trie et fait sécher le poisson, et où l'on vend sur des pittoresques marchés les différents produits de la mer. Sri Lanka est une île tropicale au climat régulier. Ces deux moussons sont particulièrement favorables à l'égalisation des températures et profitent à longueur d'année à l'agriculture. Dans ce pays, qui offre une telle diversité physique d'une région à une autre, l'espace des sols cultivables est partagé entre le riz, le thé, le cocotier et l'hévéa. La noix de coco semble être le fruit miracle. C'est un végétal complet qui représente pour les Sri Lankais un aliment de base. Parure côtière de l'île, ce danseur de cordes va extraire le suc de ses pousses terminales. Le cocotier est un don du ciel. De la noix de coco, on extrait l'huile de copra. Avec ses fibres, on fabrique des cordages. Sa fleur donne une liqueur. Et avec ses feuilles,
ont bâti les murs et les toits des maisons. À la fois matériaux et aliments, sa position, comme on le constate, est tout à fait originale au point de rivaliser avec le riz. Cultivé dans les zones sèches ou humides de l'île, le riz constitue la base de l'alimentation. Chaque paysan exploite la moindre parcelle de terre susceptible de le produire et assure sa préparation comme autrefois. Un autre avantage naturel de l'île complète ses différentes ressources. C'est sa riche variété de fruits et de légumes somptueux qui croulent sur tous les marchés du pays. L'impression que l'on retient ici, lors de la traversée d'une ville ou d'un village, c'est l'abondance des petits magasins aux enseignes colorées, construits en dur, où l'on vend divers produits. Nombreux aussi sont les petits métiers qui sont les seuls parfois pour pouvoir survivre. Mais l'essentiel du commerce s'effectue sur les marchés en plein air. Marchés aux multiples facettes et agréablement colorés, où chacun propose une marchandise différente. Sri Lanka est l'un des rares pays d'Asie à posséder un riche patrimoine historique. Les traces de son passé ont laissé une empreinte architecturale de la plus grande beauté. Dès l'Antiquité, les hommes ont édifié des sanctuaires et ont gravé dans la pierre et le roc des reliefs et inscriptions raffinées. Autre empreinte, autre architecture. Les dagobas, à la silhouette gracieuse, œuvres parfois colossales symbolisant la lumière de l'enseignement de Bouddha, ceinturées parfois par les éléphants sacrés. Souvent élevés sur une hauteur, leurs dômes en maçonnerie dominent le paysage. Les temples aux structures et à la ligne parfaite sont de plusieurs styles. Notre regard est séduit par leurs minutieux détails où pullule une foule de personnages en couleurs. Élaborés dans la masse, apparaissent sur les colonnes et les parois des temples bouddhistes une profusion de détails rituels. Leur intérieur, où trône Bouddha, encadré par d'innombrables objets ciselés et diverses statues, est un régal pour les yeux, véritable kaléidoscope de couleurs. Le lieu qui reflète admirablement l'art du bouddhisme est l'ensemble rupestre de Dambulla. Taillé dans la roche, ce temple compte le plus grand nombre de sculptures sacrées et profanes et de magnifiques peintures murales.
Au siècle dernier, le professeur Grandidier écrivait « En résumé, il y a à Damdoula 127 statues, dont 120 du seul Bouddha, presque toutes plus grandes que nature. » Les moines bouddhistes portant la robe jaune safran sont inséparables du paysage célanais. Aujourd'hui, malgré la diminution des ordinations, ils sont 20 000 à constituer le clergé bouddhique. À Sri Lanka, on est profondément religieux et les cultes sont pratiqués avec une grande ferveur. Quelle que soit la religion, la prière et l'offrande rituelle font partie des gestes de la vie. Le bouddhisme est adopté par 70% de la population, suivi de l'hindouisme qui en retient 16%. La doctrine bouddhiste repose sur la conviction de notre vie humaine, suivie après la mort par une série de renaissances. Celle de l'hindouisme, religion des Tamouls, est constituée par le brahmanisme, le système religieux qui remplaça peu à peu le culte védique des forces de la nature. L'artisanat à Sri Lanka occupe une place de choix. L'industrie du bois est florissante et participe activement à l'économie du pays. Des petites fabriques emploient adultes et enfants qui sculptent et polissent adroitement le bois de variétés diverses, ébène, santal, acajou, etc. Travaillant dans des conditions précaires, le plus souvent torse nu, ces véritables artistes qualifiés manipulent leurs outils avec une précision remarquable, sculptant divers sujets représentatifs de l'histoire de Ceylan, éléphants, Bouddha et divinités légendaires. Les plus traditionnels de tous les souvenirs sont les masques que ces jeunes femmes peignent de couleurs très vives, sculptés dans le bois léger de Kaduru. Autre activité importante, le batik. Le sari séduit par ses éclatants coloris. Le drapé par le motif dessiné. Les contours tracés au crayon, puis recouverts à la cire à l'aide de burettes métalliques, sont ensuite peints. Pour cette variété de tissus imprimés de coton ou de soie, hérités des Indonésiens, on utilise des colorants chimiques très puissants qui prennent tout leur éclat après le fixage. Dans les ateliers de couture, on ajuste les grandes tentures murales qui donneront un bel effet.
මට නැගිලා උන්නුලියේ නිල්බර නිල් වරල ගවසා බැන්දලියේ නිල්බරයි නිල් අතු පැහැපත්ලා පුලියේ නිල්බර තෙලඹුවෙන් බහුරාත වල්ලියේ නිල්බර නිල් අතු පැහැපත්ලා පුලියේ. Les travaux d'orfèvrerie se pratiquent également ici depuis toujours, car Ceylan est le pays des gemmes autant que des épices. Le montage des rubis et des saphirs, ainsi que leur taille, sont réalisés par une main-d'œuvre la plus adroite du monde. Occupant un bassin ceinturé de montagnes boisées et verdoyantes, Candie s'étire paisiblement autour de son lac artificiel. Nulle autre ville ne dégagera le même charme et le même sentiment d'harmonie. Bercée par un climat tempéré à longueur d'année, l'atmosphère de la ville est un lieu apprécié des flâneurs. Dominé par son grand Bouddha en bronze, le Candie colonial ne subsiste aujourd'hui que dans les quelques hôtels au charme nostalgique. Attire chaque année des dizaines de milliers de pèlerins venus non seulement de Ceylan, mais aussi de tout le monde bouddhiste. Le temple de la dent est le cœur de Candie, et la relique de la dent est le cœur du temple. Le Dalada Maligawa est le sanctuaire bouddhiste le plus révéré de l'île. Ce temple est un petit château fort entouré d'une double muraille, flanqué de grosses tours rondes au toit pointu qui fut bâti au XVIIe et XVIIIe siècle. Chaque jour,